Bonsoir à tous et merci de suivre votre magazine de santé et de bien-être Lafia. On entend souvent certaines personnes lors des repas de famille dire « je suis hypertendu, n'ajoutez pas trop de sel dans le repas ». En vérité, ces personnes font référence à l'hypertension artérielle qui est le thème que nous allons aborder dans ce numéro de Lafia. Merci de nous suivre. Les spécialistes du jour pour lever le voile sur l'hypertension artérielle et ses conséquences ainsi que sa gestion sont à ma droite le professeur Valentin Yamego. Bonsoir professeur. Bonsoir Madame Zonglana. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous-même? Oui, ça va. Alors, je précise que vous êtes le secrétaire général de la Société de cardiologie du Burkina Faso. Nous allons en parler tout de suite. Je sais que vous êtes très actif sur le terrain. En tout cas, merci pour ce que vous faites, professeur. Merci. À ma gauche, un habitué de Lafia, c'est le spécialiste maison, le spécialiste en santé communautaire, le docteur Mouni Nyaone. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Tout le monde va bien sur le terrain? Oui, ça va. Ça va? Donc la vie est belle? Ça peut aller, ouais. D'accord. En tout cas, merci de nous honorer une fois de plus de votre présence. Alors, ceci dit, je m'adresse au professeur Yamego. Professeur Yamego, alors on entend des gens dire ma tension est élevée, ma tension elle est basse. En termes clairs, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Merci beaucoup madame. Donc je voudrais remercier la télévision True TV pour l'occasion qu'elle nous donne de pouvoir partager des informations capitales avec la communauté, aussi passer des informations, porter des éclaircissements sur certaines informations ou des idées reçues. Donc nous sommes reconnaissants à l'endroit de cette télévision pour cela. Ceci dit, parlant de l'hypertension artérielle, en fait, la pression artérielle est une donnée de fonctionnement du cœur. Quand le cœur se contracte, il doit éjecter le sang. Et pour éjecter le sang, il imprime une pression. C'est la première valeur qu'on appelle la pression artérielle systolique. Systolique parce que quand le cœur se contracte, on dit que c'est la systole. Et puis après s'être contracté et éjecter le sang, le cœur se relâche pour se laisser remplir à nouveau de sang. Et pendant ce relâchement-là, il y a quand même une pression qui règne encore dans les tuyaux. Et c'est cette pression-là qui fait avancer le sang continuellement pour que le sang circule toujours dans le même sens. Alors, cette deuxième valeur est appelée pression artérielle diastolique. Diastolique parce que quand le cœur se relâche, on appelle cela la diastole. Alors, il y a des valeurs physiologiques attribuées à ces deux paramètres. Donc, pour le premier paramètre, la pression artérielle systolique, la valeur ne doit pas atteindre 140 mm de mercure ou 14, ou 14 comme on a l'habitude de dire. Et pour le deuxième paramètre, la valeur ne doit pas atteindre 90 mm de mercure ou 9 comme on a l'habitude de dire. Donc, comme on connaît la normale, ce qui est anormal, c'est anormal. Si c'est trop élevé, si c'est élevé, c'est l'hypertension artérielle. Si c'est bas, trop bas, c'est l'hypotension artérielle. Alors évidemment, vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous venez dans le cabinet du médecin, votre tension artérielle peut monter tout d'un coup, ou bien quand vous êtes effrayé, votre tension artérielle augmente. C'est ainsi qu'en fait, lorsque le patient vient chez le médecin à l'hôpital, les valeurs retenues pour la normalité, c'est inférieur à 140 et 90 mm de mercure, mais le patient peut lui-même prendre sa tension à la maison, les valeurs sont moindres, ou bien on peut lui positionner un appareil pour que l'appareil prenne permanemment la pression artérielle alors que le patient va lui-même à ses activités, la pression est, la normale est moins haute que au cabinet du médecin. Donc voilà en gros ce que c'est que l'hypertension artérielle. Alors l'hypotension artérielle, c'est pour la première valeur, lorsque c'est inférieur à 100 mm de mercure, on dit du sujet qu'il a de l'hypotension artérielle. Alors pour le deuxième chiffre, habituellement on ne s'attarde pas trop là-dessus pour ce qui est de l'hypotension artérielle, mais si cette valeur-là est inférieure à 60 mm de mercure, on dit que le sujet a une hypotension artérielle diastolique. Alors, souvent, quand on se rend justement dans une formation sanitaire, quand on prend les constantes, on peut dire j'ai 12,7.
Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? Alors, en termes clairs, si vous remarquez sur les tensiomètres automatiques ou semi-automatiques, quand vous prenez la pression artérielle, il y a un premier chiffre, il y a un deuxième chiffre et un troisième chiffre. En fait, le premier chiffre, c'est la pression artérielle systolique, quand le cœur se contracte donc. Le deuxième chiffre, c'est la pression artérielle diastolique, quand le cœur se relâche donc. Donc, quand le cœur se contracte, si vous avez 120 mm de mercure, quand il se relâche, vous avez 80 mm de mercure, votre pression artérielle est de 12, 8 ou 120 sur 80 mm de mercure. Voilà. Et le troisième chiffre, c'est la fréquence cardiaque. Et la fréquence cardiaque normale varie entre 60 et 100 battements dans la minute. D'accord. Alors, est-ce que pour une vieille personne, un enfant ou un adulte, les constantes qui varient, qu'est-ce qui est normal chez un enfant, chez un adulte et puis chez une femme enceinte par exemple? Oui. Alors, effectivement, chez l'enfant, les pressions sont très basses. Alors, la pression artérielle systolique chez l'enfant tourne autour de 80 mm de mercure, parfois même 70 mm de mercure. Donc, chez l'enfant, ça ne pose pas de problème. On connaît les valeurs, mais il y a des abacs en fonction de l'âge, en fait. On a la pression progressivement qui monte jusqu'autour de 15-16 ans, où la pression artérielle de l'enfant atteint la pression artérielle de l'adulte. Et l'adulte, jusqu'à 55-60 ans, les valeurs retenues, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, discrètement inférieur à 140 pour le premier chiffre, inférieur à 90 pour le deuxième chiffre. Mais en fait, plus on avance en âge, plus on prend de l'âge et plus les artères vieillissent, c'est normal, elles deviennent rigides. Donc, elle ne se laisse pas faire quand le cœur se contracte. Et naturellement, le premier chiffre, la pression artérielle systolique, augmente un peu chez la personne âgée. C'est pourquoi, quand on veut traiter les personnes âgées qui sont hypertendues, si le premier chiffre est trop élevé et on met le médicament, on ramène la tension artérielle autour de 150 ou de 140 mm de mercure pour la systolique. On ne force pas pour descendre en deçà de 140 mm de mercure parce que lorsqu'on veut descendre le premier chiffre, le deuxième chiffre lui aussi il descend. Donc il n'y a pas de médicament actuellement pour réduire un seul des deux paramètres. Donc chez la personne âgée, effectivement, on peut tolérer des pressions artérielles, surtout la systolique de 150 mm de mercure, mais l'idéal aurait été de ramener la tension à la normale. Mais je voudrais insister sur le fait qu'en fait, la prise en charge de l'hypertension artérielle, ce n'est pas la prise en charge des chiffres tensionnels. Alors, chaque malade est un cas d'espèce, ça c'est un. Et puis, il faut prendre le malade dans sa globalité. Le malade vient vous voir, c'est vrai, ses chiffres tensionnels sont élevés, mais peut-être qu'il est un peu gros, il fume un peu, il est diabétique, il ne fait pas du sport. On met tout cela dans un panier et puis on détermine le risque cardiovasculaire global du patient. Et sa prise en charge donc revient à réduire considérablement ce risque cardiovasculaire global du patient. Bon, donc on utilise des médicaments, mais aussi des mesures d'hygiène. Je pense que nous reviendrons là-dessus. Alors, je parlais tantôt de la femme enceinte. Pourquoi à chaque visite, il faut vérifier les constantes dont la tension artérielle? Oui, effectivement, les hypertensions artérielles sont au nombre de 2 types pour ce qui concerne les causes. Et le premier grand groupe, c'est l'hypertension artérielle dite essentielle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause. C'est comme si on essaie avec, en fait, mais on est programmé pour faire de l'hypertension artérielle. Et le deuxième grand groupe, ce sont les hypertensions artérielles dites secondaires. Ça veut dire qu'il y a des causes. Et la grossesse, justement, peut engendrer une hypertension artérielle. Alors que lorsque la pression augmente pendant la grossesse, non seulement la femme peut être menacée, ça c'est un, mais aussi le fœtus peut être menacé. Alors, lorsque la tension artérielle, l'hypertension artérielle survient au-delà de 22 semaines d'aménorrhée, on dit que la patiente présente une pré-éclampsie. Et en fait, en ce moment-là, tout ce qu'il faut faire, c'est ramener la tension artérielle à un niveau où la mère se sent bien
et l'enfant se sent bien. Si on baisse trop la pression artérielle, c'est bien pour la mère, c'est mauvais pour l'enfant. Et si on laisse la tension artérielle haute, c'est bon pour l'enfant et c'est mauvais pour la mère. Donc en ce moment-là, il faut ramener la tension artérielle à un niveau de médiété où chacun des membres du couple se sent bien. Oui. Alors du coup, ça nous amène à aborder en fait les maladies ou les risques quand court une personne dont la pression artérielle est assez forte, très élevée. On dit que l'hypertension est un important facteur de risque pour certaines maladies ou certaines pathologies. Oui. C'est vrai que l'hypertension artérielle, en fait, ce qui fait craindre dans l'hypertension artérielle, c'est vrai que déjà c'est la première maladie au monde. C'est la maladie la plus répandue, plus d'1,5 milliard. Et en Afrique, elle est plus importante, elle est amenée à augmenter en prévalence. Et c'est une pathologie qui est très peu symptomatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de signes comme ça. La plupart des gens hypertendus n'ont pas de symptômes. Donc ils marchent comme si tout allait bien. Et puis malheureusement, le jour où ça apparaît, ça peut être fatal, ça peut être une complication. Sinon, il y a des gens à qui je pourrais dire qu'ils ont de la chance parce qu'ils sont hypertendus et puis ils ont des petits signes qui font qu'ils vont voir le médecin, c'est-à-dire des petits maux de tête, parfois un flou visuel, parfois ils ont l'impression, les critiques qu'on entend parfois ils ont des palpitations. Voilà, ce sont des petits signes, parfois il y en a qui saignent du nez, ce sont des petits signes qui alertent le sujet. Et puis il va voir un médecin, le médecin prend la tension et la tension est élevée. Mais la plupart des gens ne présentent pas de symptômes. Donc c'est là où c'est difficile le diagnostic, en tout cas pour que les gens aillent voir les médecins. L'hypertension artérielle en soi, lorsque elle n'est pas bien suivie, donc lorsqu'elle dure, le problème de l'hypertension, c'est qu'elle entraîne un dommage au niveau de plusieurs organes. Avant, on parlait d'atteinte d'organes cibles, mais au jour d'aujourd'hui, on parle d'atteinte organique médiée par l'hypertension artérielle. Alors, et ces atteintes organiques-là, justement, c'est à tout seigneur, tout honneur, l'hypertension artérielle fait des dégâts au niveau du cœur. L'hypertension artérielle peut donc entraîner la fatigue cardiaque, l'insuffisance cardiaque, une crise cardiaque qui peut être mortelle et bien d'autres. La dissection aortique par exemple. Au niveau du rein, l'hypertension artérielle peut engendrer ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique. Et l'insuffisance rénale chronique, malheureusement, à terme, on est obligé de passer par la dialyse. L'hypertension artérielle crée d'autres dégâts au niveau du cerveau. Et au niveau du cerveau, c'est vrai que ce qui fait craindre, c'est la paralysie, ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral, que ce soit hémorragique ou ischémique. Mais il y a d'autres manifestations, c'est-à-dire que progressivement, le cerveau perd de sa vascularisation et après la personne peut perdre la mémoire ou devenir incohérente. Donc ce sont des manifestations ou bien même saigner complètement dans la tête et dans la colonne vertébrale. Ce sont des manifestations, des complications de l'hypertension artérielle. Il y a les problèmes oculaires, alors où le sujet peut avoir des troubles visuels majeurs. Et puis on utilise l'œil pour aller regarder ce qui se passe dans le cerveau, pour ainsi dire. Alors, c'est pas fini. Chez la femme enceinte, justement, nous avons parlé de la pré-éclampsie tout à l'heure, mais il y a l'éclampsie. Alors l'éclampsie, c'est une complication de l'hypertension artérielle, malheureusement, et ce sont des femmes qui au cours de la grossesse vont présenter une augmentation des chiffres tensionnels, donc une hypertension artérielle, et la femme va rentrer dans le coma, elle convulse, et malheureusement on peut perdre à la fois et la femme et l'enfant. Alors là, ça donne des frissons, n'est-ce pas? Pour autant, je veux insister que pour autant, en fait, ce savoir hypertendu, ce n'est pas une fatalité. J'ai l'habitude de dire que nous sommes le produit de nos parents. Si vous ressemblez à votre mère ou vous ressemblez à votre père, si votre père est hypertendu, votre mère est hypertendue, très probablement,
vous allez être hypertendu. Ce qui fait de vous une personne très intelligente, vous ressemblez à votre père qui est intelligent, qui est majestueux, qui est leader. Il y a des gènes qui codent pour cela et ces caractères vous sont transmis. Donc c'est un héritage en fait. De la même façon, oui, c'est peut-être un héritage. Alors donc l'hypertension artérielle, il y a un déterminisme génétique qui va effectuer une rencontre avec un phénomène extérieur. Donc l'affrontement de ces deux entités fait que la pression artérielle monte chez certains et chez d'autres non. Donc ce savoir hypertendu n'est pas une fatalité. L'hypertension artérielle au jour d'aujourd'hui est correctement prise en charge sans problème. C'est vrai que c'est un traitement au long cours, il faut prendre les médicaments pendant longtemps, mais avec l'hypertension artérielle, on peut vivre 120 ans. D'accord, vous allez nous donner le secret tout à l'heure. Alors, pourquoi on a autant d'hypertendus au Burkina Faso? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui entraîne tout cela? Parce que vous avez tantôt dit on a 1 milliard de personnes qui sont hypertendues dans le monde, 40% dans les pays développés et 60% dans les pays en voie de développement. Alors, c'est vrai que les Noirs ont tendance à être hypertendus un peu plus tôt et ils ont des chiffres tensionnels beaucoup plus élevés que les sujets de race blanche. C'est quoi? Est-ce que c'est parce que nous sommes fougueux? Non. Alors, c'est vrai que... la pression artérielle, l'équilibre de la pression artérielle procède de plusieurs paramètres. Mais je m'en vais parler de la quantité de sang, la quantité d'eau dans l'organisme. Vous savez que le cœur brasse le sang. Et ce sang est contenu dans le cœur et dans les vaisseaux. Les vaisseaux ne sont pas extensibles à souhait. Donc, si vous augmentez la quantité de sang ou bien si vous augmentez la quantité d'eau et l'eau n'est pas éliminée par le rein, forcément la pression doit augmenter. Or, pour augmenter la quantité d'eau dans l'organisme, soit vous faites boire beaucoup d'eau systématiquement ou bien vous faites consommer beaucoup de sel. Le sel va appeler l'eau. Et dans nos habitudes, nous aimons consommer beaucoup de sel. Et ce n'est qu'un paramètre, il y en a tant d'autres. Et nous aimons consommer beaucoup de sel. Et quand on consomme beaucoup de sel, on est obligé de boire beaucoup d'eau. Donc on augmente la quantité d'eau dans l'organisme, donc la volémie. Si ce n'est pas éliminé par le rein, forcément, la pression artérielle est obligée d'augmenter. Mais le sujet de race noire, donc a cette sensibilité exagérée au sel, c'est vrai alors que nous aimons le sel. Mais il y a le fait que je crois que notre pression artérielle est relativement un peu plus haute que les sujets de race blanche. Il n'y a pas d'étude actuellement qui a déterminé la norme chez les sujets de race noire. Ça va venir parce que les travaux sont en cours. Et donc, comme on prend les valeurs du blanc et puis on transfère chez le noir, peut-être qu'on se trompe un tout petit peu. Mais ce qui est vrai, c'est que les sujets noirs sont plus hypertendus avec des valeurs plus élevées et des complications plus fréquentes. Mais ça ne doit pas avoir peur. C'est une information de santé publique que nous apportons et nous voulons que les gens en prennent conscience. Se faire dépister tôt, voir le médecin tôt, être pris en charge tôt convenablement et puis on vit sans problème. Ok, alors à vous entendre, professeur, on a l'impression que entre l'hypertension et l'hypotension, le plus dangereux ou la plus dangereuse, c'est l'hypertension. Je me trompe? Oui, vous ne vous trompez pas. L'hypotension, il n'y en a pas beaucoup, c'est déjà un. Et puis, c'est pas vraiment une pathologie si dangereuse que cela. Il y a des symptômes, c'est vrai, on peut avoir des vertiges, c'est gênant pour la qualité de la vie, mais ça se prend en charge assez aisément, sauf dans certaines conditions. Par exemple, chez les diabétiques qui ont des difficultés à se mettre debout parce que la pression artérielle va baisser tout de suite. Bon, c'est en dehors de ces cas, l'hypotension artérielle ne pose vraiment pas de gros problèmes en cardiologie. Par contre, l'hypertension artérielle, c'est vraiment, je ne veux pas dire grave pour faire peur à ceux qui nous écoutent, mais il faut se faire dépister très tôt, connaître ses valeurs tensionnelles
et prendre attache avec un agent de santé. Et l'agent de santé va vous donner les conseils nécessaires pour que vous ayez une bonne tension. Et si la tension est élevée, il trouvera les moyens, que ce soit médicamenteux ou non médicamenteux ou les deux à la fois, pour que la tension artérielle se normalise. Alors, tension artérielle normalisée, c'est normalisé sous traitement ou conduite hygiéno-diététique. C'est pourquoi, quand on est traité et la tension revient à la normale, on ne peut pas arrêter les médicaments ou se permettre de ne pas respecter les mesures d'hygiène. C'est pourquoi on dit que le traitement est à vie. C'est ça qui fait peur aux gens, mais pour peu qu'on pense à notre organisme, l'organisme, c'est une machine, c'est une association de plusieurs machines qui, pour fonctionner, ont besoin d'énergie. Nous mangeons, nous buvons pour faire fonctionner tout cet ensemble industriel. Et lorsque il y a un paramètre qui vient à s'éclipser, qui monte ou qui augmente ou qui descend, normalement l'organisme a la capacité très rapidement de corriger si ce ne sont pas encore à l'état de maladie. Malheureusement, si on est à l'état de maladie, on a des moyens de ramener ces valeurs à la normale, tout comme nous mangeons quand nous avons faim. On est d'accord? Quand on a faim, on mange. Quand on mange, on n'a plus faim. Donc nécessairement, quand on a faim, on mange, et quand la satiété passe, on s'arrête. Voilà. Quand la pression artérielle augmente, on prend le médicament. Et habituellement, les cardiologues et les médecins, les agents de santé de façon générale, ils font tout pour que les médicaments soient pris au moment des repas. Donc le matin, vous mangez, vous prenez votre comprimé sans... Voilà. Et puis à midi, vous mangez, vous prenez votre comprimé sans gêne. Le soir, vous mangez, vous prenez votre comprimé aussi sans gêne, par exemple. Alors, on ne s'inquiète pas de manger matin, midi, soir, mais on s'inquiète de prendre le comprimé matin, midi, soir. Parce qu'il y a une idée reçue justement qui dit que quand on prend des médicaments contre l'hypertension artérielle, non seulement il y a la peur de prendre les médicaments tout le temps, mais il y a surtout la hantise de se développer une insuffisance rénale chronique. Or, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Si on ne traite pas l'hypertension artérielle va entraîner des dégâts au niveau du rein. Et ces dégâts-là vont aboutir à l'insuffisance rénale chronique. Et si l'insuffisance rénale chronique devient terminale, s'il n'y a pas la possibilité pour le rein de faire son travail, on est obligé de passer à l'étape de dialyse. Donc cette information est capitale. Ce ne sont pas les médicaments pris qui créent l'insuffisance rénale, mais c'est l'absence de traitement qui crée l'insuffisance rénale. Et cette insuffisance rénale est médiée par l'augmentation de la pression artérielle. Merci professeur pour la clarté. Docteur Niaoné, vous qui êtes proche des communautés, quelle appréciation avez-vous à faire? Avant de donner mon appréciation, je vis encore les cours que le professeur nous donnait en faculté. D'ailleurs, j'ai voulu faire cardiologie à cause de lui. Okay. Mais bon, après, j'ai viré. Alors, en tout cas, merci pour les enseignements et tout. Et comme il est dit, malheureusement, nos habitudes ici de vie font que nous n'allons pas très régulièrement vers les agents de santé. Et quand on reçoit les malades à l'hôpital, parfois c'est déjà trop tard. Bon, quand je dis trop tard, je veux dire c'est déjà avancé. Oui. Et ça, c'est le fait que nous n'avons pas de réflexe de faire des dépistages, des examens réguliers. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, chaque mois, ils font des vidanges de leur moto, ils font des réparations chez le mécanicien de leur voiture et tout, mais très rarement ils s'arrêtent pour voir un médecin juste pour se rassurer que tout va bien. Et justement, c'est ce manque de réflexe-là fait que parfois la maladie est déjà assez avancée. Cependant, comme le dit le professeur, bien que l'hypertension soit une maladie grave, elle a assez de solutions. Il y a des médicaments, lorsque vous êtes dépisté tôt, quand vous prenez les médicaments, vous êtes sous contrôle et ça permet d'éviter l'évolution vers les complications. En réalité, comme les raccords de robinet, vous voyez, quand vous achetez nouvellement, c'est assez flexible et tout. Mais plus le temps passe avec l'effet du soleil et tout, ça durcit. C'est exactement comme ça, nos vaisseaux. Et donc,
quand la pression, si vous ouvrez beaucoup plus le robinet qu'il y a trop de pression, si le raccord n'est pas assez bien solide, ça va péter. C'est exactement comme ça en fait dans notre organisme. Au niveau du cerveau, comme le professeur l'expliquait, on saigne parce que la pression étant trop élevée, un vaisseau peut lâcher. Et lorsque ça lâche, vous avez toutes les complications en fonction du niveau, au niveau du cerveau, en fonction de là où ça a lâché. D'accord? Donc, dans les communautés, ce que nous pouvons observer, en plus, c'est les comportements alimentaire, ce que nous mangeons. Vous voyez, quand vous partez dans les baptêmes, c'est quand l'huile arrive au coude qu'on dit que le baptême était bien. Donc, quand l'alimentation est trop grasse, ce n'est pas bon pour la santé. Quand c'est trop salé, comme le professeur le disait encore une fois, parce que quand vous mangez trop de sel, vous augmentez, vous provoquez l'appel d'eau. Ça va vous faire boire beaucoup d'eau. Et quand vous buvez beaucoup d'eau, tant que vous n'éliminez pas par les urines ou bien en faisant le sport pour transpirer et tout, le cœur va devoir battre plus vite et plus fort pour pouvoir pousser la quantité dans les vaisseaux. Donc ça augmente la tension, et si c'est fait régulièrement, alors vous aurez des problèmes. Parce que le sang, quand il coule dans les vaisseaux, ça va provoquer naturellement un vieillissement. D'accord? Et ça peut donner d'autres problèmes. Le dernier, c'est la consommation de sucre, exagérée de sucre. D'accord? On prend le coca, on prend le café au lait, on met même du sucre dans du café. Café au lait concentré sucré. C'est terrible. Et vous savez, avant, dans nos communautés, les gens marchaient, ils utilisaient les vélos, ils cultivaient, ils avaient des habitudes qui s'approchaient, en fait c'était des activités physiques qui font que justement ils étaient protégés. Malheureusement actuellement, vous prenez le citoyen, surtout les citadins, il quitte chez lui, il prend sa moto, il va, il gare, il s'assoit au bureau jusqu'à midi, il prend encore la moto, il mange, il revient, et le soir il se retrouve au maquis pour consommer soit la sucrerie, soit l'alcool, et rentrer à la maison. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'il faut faire au moins 10 000 pas par jour pour dire qu'on est mobile, qu'on fait du sport. Donc ce monsieur-là, naturellement, n'est pas un sportif, et la sédentarité, donc l'absence d'activité physique, est un facteur important de maladies cardiovasculaires, de maladies non transmissibles. En fait, il y a un ensemble de facteurs. Les facteurs de risque que le professeur a cités sont communs à beaucoup d'autres maladies, notamment le diabète, notamment les maladies cancéreuses. Okay? Donc, dans nos communautés, il y a un problème de comportement. Et il faut le signaler, 30% des causes de mortalité sont liées à nos comportements. La cigarette, l'alcool, le manque de sport et le stress. J'ai vu une étude de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que lorsqu'on travaille à, vous savez, l'heure normale, c'est en général 35 et 40. Mais quand vous dépassez 55 heures par semaine, l'Organisation mondiale, il y a des études récentes qui ont dit qu'il y a au moins 730 000 décès qui pourraient être liés à justement cet excès de travail et le stress et le manque de repos. Donc les comportements sont responsables de beaucoup de problèmes, de maladies dans nos communautés. Donc étant un homme de terrain, vous avez constaté que les Burkinabés ne marchent pas, ils ne font pas du sport, ils s'alimentent très mal, ils fument, ils boivent, toutes choses qui peuvent conduire en fait au développement de l'hypertension artérielle. Alors, quand on dit le Burkinabé, il faut nous séparer un peu. D'accord? Quand vous partez au village, quand vous partez dans les communautés, ils sont encore sur les vélos, ils cultivent et tout. C'est moins important qu'ici. J'ai l'habitude de prendre l'exemple de le monsieur qui vient de commencer à travailler. Il a une entrée régulière d'argent. Il s'est dit, j'ai passé beaucoup de temps dans la galère, il faut que je me rattrape. Ce monsieur commence à vivre les maquis, l'alcool, les sucreries, et qui sont en général accompagnés de viande et qui sont parfois, c'est du gras.
On va lui dire, on remarque, voilà, le ventre pousse, il prend du poids, on lui dit, mais monsieur, voilà, ça, tu brilles. Et voilà, il dit, ouais, laisse ça, c'est bon, tout ça. Donc le comportement, effectivement, de nos communautés, comme vous l'avez si bien dit, cause des problèmes de santé. Mais il y a aussi les dispositions, mais la façon dont nos villes sont conçues. Vous dites à monsieur ou à madame, faites le sport. Vous sortez dans les rues de Ouagadougou, vous ne pouvez pas faire le sport parce qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de place prévue pour les sportifs. Vous allez vous faire cogner par un véhicule ou bien une moto. Et donc, il y a même la façon dont les villes sont construites qui peut favoriser ou défavoriser la pratique du sport ou défavoriser en fait l'adoption de bons comportements de santé. Donc oui, dans nos villes, les choses vont très mal. Et c'est pourquoi d'ailleurs on dit que les pays africains sont, il y a ce qu'on appelle le double poids des maladies. Les maladies transmissibles, les maladies infectieuses, continuent de nous tuer, notamment le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida. D'accord? Mais les maladies non transmissibles, dont l'hypertension artérielle, le diabète et les cancers, sont aussi en train d'augmenter de façon très significative. Et donc, on a le double poids des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles. Et il faut impérativement initier des actions dans les communautés. D'accord? Et nous parlons en général de prévention à 3 niveaux. Primaire, c'est quand il n'y a aucun signe pour que la maladie même n'arrive pas. Secondaire, c'est pour gérer les complications, c'est pour gérer en fait la maladie de sorte que ça n'évolue pas vers les complications. Et au niveau tertiaire, c'est lorsque les complications sont déjà là et qu'on réduit au maximum, on essaie de faire de l'adaptation pour que la personne puisse vivre effectivement avec les complications qui sont déjà là. Donc il y a des stratégies qui existent, peut-être qu'on en parlera plus tard. Oui, on en parle juste après le reportage que je vous propose à présent, parce que nous savons que chaque année, le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre l'hypertension et de plus en plus des actions sont menées sur le terrain. Et donc je vous propose de découvrir une action menée par l'association Vision Nouvelle où notre spécialiste bien-être, Dr Stéphane, est parti à la rencontre. Il a même participé à l'activité. Voici ce qu'il nous rapporte. C'est une stratégie de porte-à-porte que l'équipe médicale de l'association Vision Nouvelle a fait ce vendredi pour dépister les personnes âgées de Kolognaba. Des dépistages, notamment de l'hypertension artérielle, du diabète et des hépatites. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de ces journées santé et sport pour tous, organisées en collaboration avec le Lions Club Ouaga, Kenya et Kanu. Les journées santé pour tous et sport pour tous sont une occasion de faire de la promotion de la santé, parler des bonnes attitudes en santé. Et donc, à commencer premièrement, bien sûr, par déjà dépister les cas d'hypertension artérielle. Mais la particularité, c'est que nous le faisons dans les communautés, dans la communauté. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur les personnes âgées. Et donc, aujourd'hui, particulièrement, nous avons décidé de rentrer dans les ménages et de les identifier et de faire les dépistages, de les sensibiliser. Vous avez vu un peu toutes les étapes qui ont prévalu. Voilà. Et ces étapes-là, c'est d'abord contrôler la tension, contrôler la glycémie. En plus de ces dépistages, cette activité a également permis à ces personnes du 3e âge de Kolognaba de bénéficier d'une évaluation de la condition physique et de conseils nutritionnels. Jean-Paul Ilboudou est âgé de 79 ans et grâce à cette initiative, il a désormais une idée de son état de santé. Personnellement, je minimisais ma situation de santé. Mais avec cette visite, vraiment, j'ai pris conscience et vraiment, je mesure l'importance des conseils que vous nous avez donnés. C'est au niveau de l'alimentation, au niveau du maintien du corps, le sport. Eh bien, on en prendra compte maintenant, désormais, et ça va améliorer notre santé. À l'issue de ces dépistages, l'association Vision Nouvelle et ses partenaires prévoient organiser une prise en charge des cas d'hypertension ou de diabète détectés. Ils envisagent également étendre l'initiative dans les jours à venir dans les autres quartiers de la ville de Ouagadougou. Une action louable, n'est-ce pas, professeur Yameogo?
Oui, une action très louable et ça fait plaisir et puis il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors le docteur Moumouni Naouni, que je remercie, parlait tout à l'heure de prévention. Nous pouvons prévenir la plupart des maladies qui nous tuent. Ça, c'est possible. Nos populations, entre nos populations et nous, il y a parfois un gouffre. Alors les populations peuvent avoir peur des médecins. Les médecins ne rejoignent pas la population. Alors que bon, si nous avons fait autant d'études, ça peut être utile à la communauté. Donc, les stratégies qui sont menées actuellement, c'est que les agents de santé descendent et aillent retrouver les gens chez eux. Et c'est ce que cette association a fait. C'est excellent, c'est vraiment à féliciter. Il y a de l'espoir parce qu'il y a de plus en plus des associations qui œuvrent dans ce sens. Les étudiants en médecine et en pharmacie, que je voudrais vraiment remercier ici, parce que ce sont des gens qui sont en train d'étudier, certes, mais qui ne pensent pas seulement à eux, pensent déjà aux gens à qui ils ont la charge, en tout cas du point de vue de la santé. Et ils vont dans les ménages, ils prennent la tension artérielle, ils donnent des conseils, et ça c'est vraiment agréable, l'espoir est permis. Alors, au niveau de la société de cardiologie aussi, il y a des activités qui sont menées chaque année, et c'est vraiment une société qui est très active. Elle est active non seulement à cause des cardiologues, c'est vrai, mais elle est active parce que nous avons des étudiants qui sont en formation pour devenir des cardiologues et qui abattent un travail énorme. Et justement, lors de la célébration, de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle cette année qui s'étend du 14 au 18, il y a des activités qui sont menées ici et là, enfin voilà, des séances de sensibilisation télé. Nous sommes allés à la radio, nous sommes allés faire des dépistages au niveau des marchés, au niveau des médias, au niveau des gares de transport, et les gens ont vraiment beaucoup apprécié. Pour vous dire, grâce à ces DS, les DS sont les médecins en études, enfin les diplômes spécialisés, ceux qui sont en études pour se spécialiser dans le domaine. Grâce à leur concours, on a pu dépister 3050 personnes. Et ça, c'est une première et c'est vraiment tout en leur honneur. Je voulais profiter de votre micro justement pour leur dire merci. Je veux dire que c'est pas les cardiologues seulement qui font le dépistage, les associations font le dépistage. Nous sommes aidés par des formations comme le Lions Club qui nous a donné 3000 bandelettes pour pouvoir dépister les patients dans le domaine du diabète. C'est pratiquement 1 million de francs CFA. Nous ont donné des tensiomètres, des PS-personnes. Il y a des laboratoires qui nous ont aidés aussi dans ce sens-là. Je veux dire que tout le monde comprend et on est en phase. La communication est de plus en plus bonne. Les malades nous comprennent, même les non-malades, voilà, la population nous comprend. Et nous aussi, nous essayons de redescendre vers elle pour qu'ensemble, on puisse mener le combat. Parce que je vous assure, si la population n'a pas compris, le combat est vain, on n'aura pas de résultat. Mais si on arrive à expliquer avec des mots simples, et si les gens comprennent, ils adhèrent facilement à la prévention. Et quand on prévient, prévenir c'est mieux que guérir, n'est-ce pas? Mais quand on prévient justement, on arrive à ériger tout le monde vers un état en tout cas de bien-être. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette C'est formidable. journée. Alors moi je précise que votre société, qui est la Société de cardiologie du Burkina, vous étiez aussi dans nos locaux à Tree TV où vous avez effectué les dépistages. Et donc merci au nom des premiers responsables, merci pour cette action. Merci beaucoup. Alors vous avez remarqué, il y a une jeune dame qui nous a rejoint sur le plateau. Elle, c'est mademoiselle Karine Traoré. Karine, on vient de suivre le reportage. Je précise que vous avez pris part à cette activité, vous avez concocté un menu spécial pour les personnes âgées. Alors, vous êtes nutritionniste, pourquoi vous engagez dans la lutte? Alors, c'est déjà une lutte, un sujet qui est louable. Et il faut, en fait, je veux dire, c'est une bonne chose.
Oui, c'est une bonne chose. Parce que alors vous avez développé un concept très original qu'on a apprécié. C'est quoi exactement pour ceux qui nous regardent? D'accord. Donc c'est un programme alimentaire qui se nomme Health Food. Donc ça va consister à envoyer en fait des repas déjà tout prêts. Voilà, tout prêt en fonction maintenant de la pathologie de la personne. Donc les cibles sont déjà les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques ou non chroniques, des personnes qui souhaitent s'alimenter de manière convenable et voilà. Donc ce sont nos principales cibles comme ça. Après nous avons aussi des personnes qui souhaitent simplement résoudre leurs problèmes d'alimentation qui nous appellent pour adhérer au programme. Donc c'est bien. Voilà, c'est bien parce qu'ils préviennent leur santé de manière inconsciente. Donc nous, on ne peut être que content pour ça. Donc voilà. D'accord. On revient à vous tout à l'heure avec le menu pour les hypertendus du jour. Mais en attendant, un commentaire, Dr Nyaoni. Oui, alors mon commentaire est très simple. C'est que nous avons besoin de l'action conjuguée de différentes spécialités, de différents acteurs pour venir à bout des maladies qui sont responsables de plusieurs mortalités. Tout à l'heure, quand vous demandiez l'apport des nutritionnistes, on a passé le temps à dire que l'alimentation est l'un des facteurs soit de bonne santé, soit de mauvaise santé. Si vous mangez, on a l'habitude de dire que si vous mangez sans contrôle, vous prendrez des comprimés comme la nourriture. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que votre alimentation, vous devez manger comme si vous preniez des médicaments. Parce que l'alimentation, justement, c'est le premier médicament de l'homme. Dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai comment vous vous sentez. Et si vous ne prenez pas donc la nourriture comme des médicaments, vous prendrez des médicaments comme la nourriture. Parce que vous allez prendre tellement de médicaments. Donc c'est extrêmement important qu'on ait une éducation à l'alimentation. Le choix de ce que nous devons manger, ce n'est pas la quantité de ce que nous mangeons, mais la qualité. Et l'initiative dont elle vient de parler, je ne peux que la louer, mais en peut-être ajoutant une petite dimension que parfois chaque individu est une particularité. Et donc, oui, comme elle dit que les gens appellent, les gens peuvent, en posant leurs problèmes, en faisant un diagnostic de qui ils sont. Le professeur le disait lors de son intervention que ce n'est pas les chiffres tensionnels qu'on corrige, mais c'est un individu pris de façon holistique. Et un agent de santé qui est conscient ne peut jamais traiter un malade en regardant juste ses chiffres tensionnels. Quand le malade vient, vous parlez avec lui. Il a une histoire, il vit dans une famille, il vit dans des conditions qui peuvent favoriser ou défavoriser son traitement. Et ce que vous devez déjà même savoir, c'est que l'hypertendu sera mieux suivi lorsqu'il est entouré d'amour, d'attention, des gens de sa famille, de ses collègues de service, des gens dans sa communauté. Et un hypertendu qui est connecté à un autre hypertendu, à d'autres hypertendus, aura une meilleure santé parce qu'il va avoir une meilleure compliance au traitement, parce qu'ils vont se parler. Il y a un système de soutien social qui se crée. Ils partagent leurs perspectives, leurs difficultés à joindre les bouts, le régime, comment tu fais pour être équilibré et tout. Ces échanges-là sont des solutions qu'il ne faut pas négliger. Beaucoup de solutions se trouvent dans les communautés. Beaucoup de solutions se trouvent dans l'interdisciplinarité et ça ne peut être que félicité. Et voilà, bravo. Alors moi, j'allais vous demander toujours, étant proche des populations, est-ce que c'est cette approche que vous développez? Comment vous arrivez à amener les populations à adhérer à votre façon de voir les choses, à avoir une perception positive? Alors, dans les communautés, une des théories comportementales les plus connues dit que la pression des pairs est extrêmement importante. Et ce que nous faisons, justement, c'est d'amener les communautés à avoir de la pression positive les uns avec les autres, à être le plus responsable possible de leur santé. Ça veut dire que moi, je serai partant à ce qu'on apprenne nos communautés à préparer,
à ce qu'on apprenne aux communautés à choisir, à ce qu'on apprenne aux communautés les premiers signes de danger, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter. Et c'est ce que nous faisons quand nous partons. Dans les villages, par exemple, avec les clubs de santé communautaire, les communautés se réunissent une fois par semaine pour parler des facteurs qui sont dans leur communauté responsables de leur maladie. Avec des facilitateurs qui sont formés, ils facilitent justement ces échanges-là et les gens identifient les facteurs et essaient ensemble de façon consensuelle à travailler à les éliminer. Et ça, c'est extrêmement important à savoir et ça fait partie des solutions indispensables. Et vous savez, je vais terminer par là, c'est très bien de construire des hôpitaux, c'est très bien d'équiper nos hôpitaux et tout, mais une réflexion hospitalo-centrée dans un pays va toujours mettre la santé de la population en retard. Il faut de la promotion de santé, il faut prévenir les maladies et comme le professeur le disait, quand les agents de santé arrivent à avoir justement ce réflexe, cette humilité de descendre dans la communauté en utilisant des langages qui ne sont pas hermétiques parce que parfois on a des langages qui n'est pas compris. La pression diastolique, anémie. Donc il faut s'exprimer en termes simples et dans la langue aussi de la communauté que l'on approche. Absolument. Et identifier dans les communautés des gens qui ont la légitimité. Ça veut dire par exemple dans la communauté il y a des personnes âgées, il y a des imams, il y a des prêtres, il y a des gens dans la communauté qui sont souvent plus écoutés que le médecin que je suis. Il faut avoir la possibilité de les identifier, de leur donner le message juste et vous verrez ce qu'ils vont faire avec. Des gens ordinaires font chaque jour des choses extraordinaires. Il faut leur faire confiance. Les communautés ont des sagesses extraordinaires qui souvent sont mal utilisées ou peut-être aussi mal comprises. Donc il faut en tenir compte. D'accord. Voilà. Professeur, donc en plus de prendre la tâche avec les leaders d'opinion dans les communautés, qu'est-ce qui manque pour réussir la lutte? Alors, je pense que déjà si nous arrivons à faire tout ça à l'état de base, on a gagné 80% du combat. C'est vrai que quel que soit ce qu'on va faire, finalement un jour en fait on finit par être malade. Donc on finit par être malade, d'où la nécessité d'avoir des spécialistes qui s'occupent des personnes malades. Mais comme il a dit, vous avez le niveau hospitalier où habituellement effectivement ceux qui interviennent sont des spécialistes de la maladie, mais qui ont des notions en termes de prévention. Et puis vous avez vraiment des gens, comme par exemple ceux qui ont fait santé publique, qui connaissent vraiment ce qui se passe et qui rapportent les choses à la société. Et on se met ensemble pour se donner des idées, pour mieux prendre en charge la population. Et actuellement, que ce soit les cardiologues, que ce soit les autres spécialités, et les santé publicistes, nos infirmiers, nos étudiants, on souhaite, le souhait, c'est que les gens tombent malades, c'est vrai, mais très tard dans la vie. Parce qu'en fait, vous imaginez, je prends l'exemple du Burkina, il a parlé des jeunes qui, quand ils sont étudiants, tout se passe bien, ils font le sport, ils font les arts martiaux, ils n'ont pas de moyens de déplacement, ils courent sur le terrain. Et puis il vient avoir un master 2 ou un master, un doctorat, il commence à travailler. Et il cumule les facteurs de risque. Le moment est venu de profiter de la vie. Bon, je fume un peu, je prends un peu d'alcool, je prends un peu de ceci, cela. Je me fais du bien. Voilà. Et malheureusement, on prend du poids, vous savez, on fait de l'hypertension artérielle, on fait un peu de diabète. Et puis comme ces maladies chroniques non transmissibles parfois sont peu symptomatiques, on ne sait pas qu'on est malade en fait. Et on pense que c'est un état de bien-être. Et vous savez que ces personnes travaillent et plus on travaille, plus on a de l'expérience et plus à un certain moment on est vraiment dans l'épanouissement total dans sa profession. Et on est quasiment entre guillemets indispensable dans son domaine, quoique personne n'est indispensable. Et c'est en ce moment-là, malheureusement, que le voleur arrive.
Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Et sur le plan économique, c'est extrêmement lourd parce qu'en fait, si vous prenez quelqu'un qui a 55 ans, qui est dans son domaine depuis l'âge de 30 ans, quand il vient à ne plus être actif, on ne le remplace pas par quelqu'un d'autre qu'on recrute au bord de la rue. C'est pas possible. Non. Donc sur le plan économique, c'est très lourd. C'est pourquoi il faut que les gens sachent, moi je ne peux pas donner la santé à quelqu'un. Il faut que la personne accepte qu'on travaille ensemble. C'est pourquoi l'information pour le changement de comportement, c'est extrêmement important, comme on le fait. Et comme je vous dis, ça porte ses fruits parce que on est tout le temps interpellé, et puis il y en a même qui prennent nos tensiomètres, qui vont à la maison, qui mesurent les pressions artérielles, qui nous ramènent nos tensiomètres et qui nous amènent les valeurs. Quand je suis rentré en 2010, quand on donnait les tensiomètres, les gens partaient, ils ne revenaient pas. Garder les tensiomètres à la maison, je ne sais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous donnez un tensiomètre, il mesure, il revient, il vous donne votre tensiomètre, il vous donne les valeurs et vous posez votre diagnostic. Je veux dire que nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin. Pourvu que chacun de nous garde le cap et on va se donner des délais pour évaluer ces plans d'action. C'est très bien. Donc, pour garder le cap, Karine a une solution. C'est quoi le menu que tu as concocté? Alors, le menu que j'ai concocté, c'est un menu très simple, à la portée de tous, parce que le facteur financier est très important. Ça pèse lourd dans la balance. Donc, le matin, nous aurons déjà une bouillie de riz au lait. Voilà, et on va faire attention au diabète, on a dit. Donc, on n'a pas besoin de remplir. Voilà. Déjà, on peut prendre un bol, les bols ordinaires que nous connaissons tous. Voilà, nous pouvons prendre un bol de bouillie avec 2 carreaux de sucre. C'est largement suffisant. On peut prendre aussi une portion de fruits. Les fruits, c'est très bien. À midi, nous aurons une sauce tomate, légumes, voilà, et avec du poisson, parce qu'il faut savoir qu'il faut privilégier en fait les viandes maigres et donc et aussi les poissons gras qui sont source d'oméga 3 qui vont nous apporter énormément de bienfaits. Alors Karine, pour mon oncle qui suit l'émission, quand tu parles de viande maigre et autres, ça veut dire quoi concrètement? Ok, les viandes maigres, ce sont des viandes qui seront pauvres. C'est vrai qu'on a dit d'adapter le langage. Donc, on va recommencer. Donc, on va donner des exemples. Je pense que ça sera plus parlant comme ça. Donc, on va considérer comme viande maigre les viandes comme la viande du poulet, le poulet, tout ce qui sera volaille, voilà, tout ce qui sera volaille, poisson, même la viande de porc, vous savez. Tout dépend de la manière de préparer maintenant la viande de porc. C'est là que vient toute la différence. Il faut séparer la partie graisseuse. C'est ça. Il faut retirer le lard et garder que la chair. Voilà. Et même si on va prendre notre viande rouge, on peut privilégier les viandes rouges, la viande de bœuf par exemple, qui n'est pas riche en graisse, on va dire, en gras. Parce qu'il y a plein de personnes, quand ils vont à cause du prix, ils vont s'orienter vers les morceaux qui sont riches en huile et autres. Voilà. Il faut plutôt les éviter. Voilà. On va les éviter et on va aller vers les parties qui seront pauvres en matière grasse. Voilà, c'est ça. Et il faut privilégier. Bon, et le soir, on va terminer le menu. Le soir, nous aurons une soupe de légumes. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup de légumes dans mon menu. C'est tout à fait normal parce que lorsque nous sommes atteints d'hypertension artérielle, il faut avoir une alimentation riche en légumes et en fruits. Voilà, il faut privilégier donc les légumineuses. Les légumineuses, nous avons tout ce qui est grain, donc le haricot, toute la famille des haricots, toute la famille des lentilles. Voilà, les oléagineux qui sont des sources des sources végétales de matière grasse. Ça va être genre les cacahuètes, la pistache et autres. Voilà. Et voilà, parce que on va réduire, je termine sur ça, nous allons réduire la consommation en alcool, c'est très important. Stopper le tabagisme, on va arrêter de fumer. Voilà.
mais on aura une activité physique régulière. J'insiste sur ça parce que c'est très important. Donc, on demande à tout le monde de se mettre au sport. Oui, rapidement, docteur Niaoune. Vous demandiez qu'est-ce qui manque. Oui. La santé d'un individu est influencée à 3 niveaux. Au niveau individuel, son comportement et tout. Il y a la communauté et l'environnement dans lequel il vit. D'accord? Et il y a la dimension politique, les lois. Si parfois on paye beaucoup d'argent pour la prévention de l'hypertension et on subventionne le sucre après, on n'a rien fait. D'accord. Donc la loi, ça, j'ai clair. Oui, la loi doit être en faveur de la protection de la santé, par exemple en taxant le tabac. D'accord. On augmente le taxe sur le tabac et ce taxe-là est utilisé pour la prévention. Quand le prix du sucre, peut-être que les téléspectateurs ne vont pas aimer, mais quand le prix des aliments qui sont des aliments à risque est élevé, on réduit leur consommation et on protège la santé des populations. Et donc la dimension politique qui pourra par exemple aider à la conception des villes qui sont plus favorables à la santé, en dessinant les rues, en faisant en sorte que les gens peuvent faire le sport, les cyclistes peuvent pédaler, etc. Et même que, vous voyez, quand on a changé les heures de travail pour que les gens puissent descendre plus tôt et aller faire le sport, les gens profitent pour aller dans les maquis plutôt que d'aller faire le sport. Donc il faut un leadership très important au niveau politique, d'accord, pour embarquer la population vers un effet d'entraînement, pression des pairs, d'accord, pour que les gens puissent cultiver, comme il y a peut-être 30 ans, les jeudis soirs, les mardis soirs, c'était fait pour le sport et tout le monde avait des tenues de sport et on fait le sport. Très Donc bien. la dimension politique est aussi extrêmement importante. Ok. Alors, on a pris note pour le plaidoyer. Alors, malheureusement, nous sommes à la fin de notre émission. Je vais vous dire merci au professeur Yamego, merci à vous, docteur Niaoune. Professeur, vous revenez quand vous voulez. Karine, en tout cas, moi, je viens avec mon nom parce que je sens que ton menu, il sera excellent. Donc, j'espère qu'il y aura une part pour moi. Évidemment. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder. On se donne rendez-vous très vite pour un autre sujet de l'AFIA. Bonsoir.